Bonsoir Sophie Cluzel. Bonsoir. Vous faites partie de ces ministres assez peu connus du gouvernement d'Édouard Philippe, donc en même temps, on en profite pour faire connaissance. Vous êtes en charge du handicap, vous êtes secrétaire d'État. Petite question préalable, est-ce que vous faites partie de ces gens qui emploient cette horrible expression de personnes en situation de handicap? Ça, c'est une faucuterie inventée ces dernières années. Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais je préfère personnes handicapées, c'est beaucoup plus court. Ah ben, on est mais par contre, on met personne devant, parce que c'est pas les handicapés. Ça, c'est pas très joli. Ça, c'est moins joli. C'est moins joli. Oui. Tant qu'on dit pas en situation de handicap. Non, personne handicapée, ça ira très bien. Tout va bien. On inaugure aujourd'hui la semaine pour l'emploi des handicapés. Pardonnez-moi. Je suis à l'ancienne. Je fais pas la liaison. Alors, c'est déjà pas mal. On s'aperçoit que ça fait des décennies qu'on prétend ouvrir l'emploi aux handicapés avec des mesures plus ou moins coercitives. Et au final, ça ne marche pas. Le taux de chômage chez les handicapés actuellement, là j'ai fait la liaison, est de 19%. Échec total ? Non, c'est pas échec total, parce que heureusement ça progresse quand même, l'emploi des personnes handicapées. Je préfère parler d'emploi que de chômage. L'emploi des personnes handicapées, vous savez, les entreprises ont un quota. Oui. Oui. Depuis 30 ans, on a fait des quotas. Elles sont censées faire 6%. Voilà. Aujourd'hui, on est à 3,5, 3,7 dans le privé, un peu mieux dans le public, donc on voit bien que ça ne marche pas aussi bien que ça. Vous avez raison. Quasiment aussi 6% dans le public, 5,4%, c'est ça? Oui, avec des chiffres très, très irréguliers selon si c'est la fonction hospitalière, collectivité territoriale, qui sont assez vertueuses, des collectivités territoriales, mais on n'est pas encore satisfaisant. Est-ce que c'est parce que ça ne coûte pas assez cher aux entreprises si elles ne le font pas? Combien ça coûte pour une entreprise privée? Donc la loi dit que les entreprises de plus de 20 salariés doivent employer 6% de travailleurs handicapés. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui préfèrent payer parce qu'elles estiment que c'est trop compliqué. Oui, ça peut être beaucoup, ça peut aller très loin. Mais maintenant, justement, que ça va plus loin, il va falloir qu'elles s'imaginent autre chose que payer des taxes. Et embaucher une personne handicapée, il faut que ça devienne incitatif. Il ne faut plus être coercitif. Vous avez raison, ça ne marche pas bien. Vous ne pensez pas au contraire qu'il faut être plus coercitif, c'est-à-dire doubler la mise, que ça devienne vraiment financièrement un problème? Non, je pense qu'il ne faut pas que ça soit financièrement un problème, il ne faut pas que le handicap soit une charge, mais une chance. C'est-à-dire que la diversité doit permettre justement de faire un levier de performance pour l'entreprise. C'est comme ça qu'on y arrivera, parce que la coercition, on en a fait beaucoup, et on voit bien que ça ne marche pas. Il faut qu'on embarque les chefs d'entreprise à penser que la diversité, le handicap est une différence, certes, mais une richesse pour leur société. Alors sur quoi ça coince? Est-ce que au fond, le fond de l'histoire, c'est que moi j'ai toujours eu l'impression que le problème majeur des handicapés, c'est qu'on ne les voyait pas, qu'on ne les touchait pas, et qu'au fond on passait pas assez de temps avec eux, et qu'une fois qu'on a passé cette barrière, c'est-à-dire moi ça m'est arrivé de déplacer des fauteuils roulants pendant une journée, une fois que j'avais déplacé des fauteuils roulants et mis des handicapés dans le fauteuil en les prenant dans mes bras, j'avais plus de problème. Est-ce qu'il faudrait pas que les gens prennent des handicapés dans leurs bras? Alors vous avez raison, c'est un problème de visibilité. Les personnes handicapées sont invisibles, mais 80% des personnes handicapées ont un handicap invisible. C'est ça qui est compliqué à comprendre. Donc, il faut les voir. Vous avez tout à fait raison. Il faut que les personnes handicapées circulent dans notre cité, qu'elles habitent au cœur des cités, qu'elles travaillent avec nous, qu'elles aillent déjà à l'école. Donc, l'école, c'est beaucoup ouverte. Aujourd'hui, vous avez des cohortes de jeunes handicapés. Donc, je pense que le levier majeur, c'est embaucher les jeunes qui vont sortir justement des lycées professionnels, des études supérieures. Commencer par la jeunesse, ça sera vraiment un plus. Il y a quand même plus de 2,7 millions de Français qui sont diagnostiqués handicapés, donc qui bénéficient d'un statut de handicapé, la fameuse carte qu'on met sur la voiture qui donne des places, et celle-là, il y a 2 millions de Français, 2 700 000 Français qui sont handicapés. On pense toujours aux paraplégiques, aux tétraplégiques, éventuellement aux trisomiques, ce qui est le cas de votre petite fille, c'est un sujet... Elle a 21 ans maintenant. Mais il y en a, oui, elle est grande fille maintenant, à force d'être petite, elle est grande. À quel handicapé est-ce qu'on ne pense jamais? Déficient auditif? Oui. C'est un handicap complètement invisible. Et les malades psychiatriques? Voilà, tous les handicaps psychiques, tous les troubles de comportement, tous les problèmes aussi de moteur, mais de squelette, de problèmes d'articulation, de problèmes... Tout ça, ce sont les scléroses en plaques. Tout ça, ce sont des handicaps qui sont invisibles et qui font partie pour 80% des personnes handicapées. Est-ce que les entreprises n'utilisent pas le vieillissement de leur population pour faire passer des employés qui vieillissent et qui donc deviennent partiellement handicapés en vieillissant et en les faisant passer pour des handicapés qu'ils auraient recrutés de manière volontariste? Non, ils ne les font pas passer pour des handicapés qui recrutent, comme vous dites, mais en effet, c'est ce qu'on appelle du déclaratif. C'est-à-dire qu'ils poussent les personnes à se déclarer. Mais ça, ils vont les voir, ils leur disent « déclare-toi handicapé, ça me fera mon quota ». Non, c'est vertueux. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez besoin de compensation dans votre poste de travail? Est-ce que, par exemple, vous ralentissez pas un peu votre rythme de travail parce que vous n'avez pas un handicap? Travaillons ensemble, dites-le nous. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils embauchent des personnes handicapées. Vous avez raison, parce que près de 500 000 personnes handicapées au chômage, c'est pas satisfaisant. Il faut qu'on arrive à monter en qualification
qualification les personnes handicapées, ça c'est le maître mot, parce qu'elles sont 2 fois moins bien qualifiées qu'une personne valide au chômage. Donc là, c'est le vrai problème, c'est le sourcing, c'est-à-dire que je ne trouve pas une personne qualifiée. Donc comment j'accompagne les personnes handicapées à monter en qualification, à acquérir des formations. Et là, elles vont faire le chemin dans le système commun de formation ou un chemin à part? Eh bien, j'aimerais bien que ça soit dans le droit commun, justement. C'est le combat de votre vie, vous. C'est le combat de ma vie. Les handicapés au milieu des autres. Au milieu des autres, avec tous les dispositifs de droit commun, c'est-à-dire Pôle emploi. S'ils ont besoin de spécificité, nous avons aussi le dispositif Cap emploi, mais on y arrivera à s'en sortir quand on aura irrigué toutes les politiques publiques, que ce soit la santé, que ce soit l'école, que ce soit le travail. C'est bien pour ça que le Premier ministre a voulu rattacher mon secrétariat d'État directement auprès de lui pour que je puisse faire de l'interministérialité, c'est-à-dire aller vraiment irriguer les politiques publiques de tous mes collègues ministres. Donc vous préparez une loi pour le premier semestre 2018, une réforme. Voilà. J'ai lu réforme, c'est une loi, une réforme. Ça va être moderniser vraiment le dispositif actuel, puisqu'on voit que ça marche pas. Parce qu'il y a une loi en 87, une en 2005. Vu les résultats, ça rend modeste. Alors la loi de 2005 a permis quand même beaucoup de choses. Normalement, la scolarisation des enfants handicapés. Et c'est justement en scolarisant, en formant, qu'on va avoir des jeunes qui ont un vrai savoir-être. Ils ont appris avec les autres, maintenant ils veulent travailler avec les autres. Donc c'est cette société inclusive. Et de même, ceux qui ont appris avec eux ont envie de rester avec eux. Exactement. Ou conçoivent de rester avec eux. Et oui, et puis ils n'ont plus du tout d'appréhension, parce qu'ils les ont côtoyés sur les bancs de l'école. Donc c'est ça que l'on cherche. Cette société inclusive, ça commence déjà par apprendre sur les mêmes bancs de l'école et après continuer à travailler ensemble. Donc ça ne sera pas une loi? Non, ça sera une refonte vraiment du système, du dispositif actuel, justement de taxes et de contributions. Ouais. Et surtout, se servir des grandes réformes de l'apprentissage qui sont en cours, que nous avons lancées avec Muriel Pénicaud vendredi dernier, et que les jeunes, on n'a que 1% des jeunes handicapés qui sont en apprentissage, alors que 70% des apprentis trouvent un travail après. Ça se transforme en CDI. Ça, c'est un vrai levier d'insertion professionnelle. Merci à vous, Sophie Cluzel. Et petit message au Premier ministre qui nous interdit de voir beaucoup de ministres. Pourquoi? Regardez, c'est intéressant. Je reviens quand vous voulez. Bien,